L'impact environnemental du numérique, il faut le concevoir de manière très globale. C'est pas parce qu'un client fait quelque chose de la mauvaise façon qu'on va changer ça. S'il veut pas le changer, on va utiliser le savoir-faire. Là aussi, on n'a pas besoin d'aller chercher les données. On est un groupe sino-américain, 85 000 salariés dans le monde, près de 70 milliards de chiffre d'affaires. Donc nous avons réuni pour parler de tout ça cet après-midi et de façon prospective et dynamique des experts. Et je commence par vous expliquer que Robert Michel, directeur du CINES, s'est malheureusement cassé quelque chose hier. Donc il n'a pas pu prendre le train, il n'a pas pu venir. Il devrait nous suivre à distance et peut-être intervenir. Angelica Calvé, qui se présentera, responsable chez Sinov Digital. Grégory Lebourg, qui est un des acteurs de l'aventure d'OVH Cloud, et dont il nous parlera également. Nicolas Van Homme, qui est CEO de Funartech, une entreprise qui travaille dans l'IA, et notamment dans l'IA frugale. Et Jean-Christophe Morisseau, patron d'entreprise IT Solutions chez Lenovo, fournisseur de matériel, qui abordera la question sous l'angle des fournisseurs de matériel. Alors, avant de leur laisser la parole, un mot. Il faut savoir que le digital s'est imposé depuis à peu près 30 ans sur la planète, avec un taux de croissance tout à fait remarquable, à la fois en taux d'équipement des ménages et des entreprises, avec des milliards d'objets numériques, les chiffres sont tout à fait astronomiques, et également une consommation d'énergie par l'usage, puisque les milliards de capteurs, de réseaux numériques, d'ordinateurs, évidemment consomment de l'énergie, de l'électricité, dont la source n'est pas toujours vertueuse. Une partie est décarbonée, c'est le cas notamment en France. Une grande partie est encore liée aux énergies fossiles. Donc le bilan global de la consommation énergétique doit être, et de matières premières, doit être ramené à la valeur créée par le numérique. C'est toujours ces deux parties de la balance qu'il faut que nous regardions avant de blâmer qui que ce soit d'utiliser le numérique. Donc, Angelica, je vous laisse commencer. Merci. Et je vais vous poser une question de base que je vais poser à tout le monde. C'est en quoi, aujourd'hui, dans votre organisation, vous contribuez à rendre l'utilisation du digital plus vertueuse en termes de performance environnementale, mais en quoi aussi vous améliorez l'utilité et l'efficacité de l'usage du digital. Il faut travailler sur les deux bras de la balance. Merci. Oui, en effet, moi je représente la fédération Sinov, qui est une fédération des métiers. On a 15 syndicats de différents métiers, et parmi ces métiers, il y a le métier digital. Et j'ai aussi une entreprise de conseil qui est dédiée à management de projets complexes et numérique responsable. Donc, pour répondre à la question, plus précisément, la Fédération Sinov, elle a fait son propre bilan carbone, déjà, c'est un bon pas. Et il en ressort que nous nous déplaçons beaucoup. Donc, on va dire que les points les plus importants, c'est les transports, c'est pas les numériques, en fait, dans la Fédération Sinov. Mais si je prends mon entreprise elle-même, qui a aussi un bureau au Mexique, puisque je suis d'origine mexicaine, idem. Si on se transporte 3-4 fois par an, il y a beaucoup de tonnes de carbone qui sont dédiées au transport. Et donc, grâce au numérique, les bienfaits du numérique, donc, on peut communiquer à distance. Ce n'est pas la même chose, mais on a réduit quand même de plus d'un tiers. Et cette empreinte. Donc, il y a des choses, oui, il y a des choses qu'on peut faire. Très concrètement, le numérique évite de se déplacer. Ça, c'est la première leçon. Et on a vu, depuis la Covid, que c'était effectivement un des développements majeurs de l'industrie du numérique. Grégory, vous êtes responsable
chez OVH. OVH, tout le monde connaît, c'est le cloud souverain. Et vous avez, depuis 20 ans, décidé de construire une organisation très frugale, très respectueuse, très responsable. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Donc en fait, peut-être pour remettre en perspective la question que tu posais, l'impact environnemental du numérique, il faut le concevoir de manière très globale, très holistique, et se poser la question en fait des facteurs d'impact que l'on considère. En fait, c'est multifactoriel cette histoire-là. Donc bien évidemment, et tu en as parlé, il y a les émissions de gaz à effet de serre, mais qui est finalement propre à tout type d'activité industrielle ou pas. Et humaine. Et humaine, de manière générale. Il y a aussi l'usage de l'eau. On en parle un petit peu plus ces temps derniers. Alors, il faut savoir que l'eau dans le numérique, on peut l'utiliser de deux manières. On peut l'utiliser de manière à capter les calories émises par les serveurs, et pour faire du refroidissement qu'on appelle du water cooling en boucle fermée. Mais je crois que tu en parleras de manière un peu plus précise. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une très bonne efficacité énergétique, donc de ne pas consommer trop d'électricité pour refroidir les systèmes. Et puis, malheureusement, on l'utilise aussi en circuit ouvert, en bout de chaîne. Une fois qu'on a collecté les calories, on va les échanger avec le milieu ambiant. Et pour justement gagner en efficacité énergétique, on va utiliser une propriété de l'eau qui est que quand elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien, elle pompe de l'énergie. Et ça permet aussi d'être bien plus efficace d'un point de vue énergétique sur les systèmes de refroidissement. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, l'eau, et puis bien évidemment les ressources minérales, les ressources abiotiques non vivantes. Notre industrie se gave de minerais, de métaux, de terres rares, mais comme d'autres industries également, comme l'industrie du transport, comme l'industrie aussi de la génération d'électricité. Et puis, on en parle beaucoup moins, et ça, je trouve, c'est un petit peu dommage. Ces data centers, ce sont des usines, en fait, des usines à serveurs, et donc il y a un foncier. Et qui dit foncier, dit artificialisation des sols. Donc voilà, globalement, les 4 impacts, il y en a d'autres, il peut y avoir des transferts de pollution, le cas échéant, mais ce sont les 4 impacts principaux qu'il faut garder en tête. Alors, comme on agit, nous, très rapidement là-dessus, sur le fond de l'émission des gaz à effet de serre, on a une trajectoire de décarbonation avec tout un tas de leviers qu'on va activer en fonction du scope dont on parle. Scope 1, les émissions directes, scope 2, indirect, et scope 3, indirect, amont, aval. Donc, par exemple, pour le scope 1, on va substituer dans les cuves de générateurs de secours du fuel fossile avec du fuel d'origine organique. Ça permet de bien baisser les émissions. On va essayer aussi de minimiser les émissions fugitives des systèmes de refroidissement avec des fluides frigorigènes. Dans l'air conditionné, on utilise des fluides frigorigènes généralement. Donc nous, ce n'est pas le cas chez OVH Cloud, mais c'est le cas de l'industrie de manière générale. Dans le scope 2, c'est la décarbonation du mix énergétique, tu en as parlé. Aller chercher l'électricité bas carbone et renouvelable si possible, en travaillant sur l'efficacité énergétique. Et sur le scope 3, il y a des choses qui sont assez intéressantes. On oublie, mais finalement, si je mets des chiffres dans tout ça, le scope 1, c'est 1% des émissions, le scope 2, c'est 44%, et le scope 3, c'est 55%. Et dans ces 55%, la grande majorité, c'est l'assemblage des serveurs. C'est en première instance la fabrication des semi-conducteurs dont on va avoir besoin pour tous les composants qu'on mettra dans les plateformes informatiques. Et ça, il y a vraiment un levier très puissant qui est de faire durer en fait le matériel. Donc, depuis l'origine, OVH Cloud s'est posé la question de cycle de vie de son matériel. Une première offre qui va tourner commercialement pendant 3-4 ans, puis on va déclasser sur des offres de deuxième vie et des offres de troisième vie. Ce qui font que nos plateformes, en fait, globalement, restent 9 à 10 ans en data center. Mais à la fin, on ne s'arrête pas là. On va récupérer tout le matériel, on le renvoie dans nos usines où on fabrique les serveurs, on démonte tout, on reteste tous les composants, et ceux qui sont fonctionnels et qui nous intéressent, on les remet en stock pour pouvoir les réemployer et refaire du matériel neuf. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est typiquement un levier qui est bénéfique sur 2 des impacts que je citais au départ. On minimise les émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment, et en plus, on préserve des ressources abiotiques. Enfin, dernière chose, sur la partie artificialisation des sols, vous verrez beaucoup de projets de data center qu'on appelle greenfield. Donc on part d'un terrain vierge et on va faire une construction de bâtiments ad hoc pour justement gérer l'hébergement de serveurs, gérer l'aérolique quand on fait du refroidissement à l'air, etc. Dès lors qu'on a des technologies de refroidissement à l'eau, globalement, il nous faut un toit, des murs et 2 tuyaux qui rentrent. Une branche froide et une branche chaude. Ce qui fait que n'importe quelle friche industrielle peut être convertie en data center. C'est l'approche dite brownfield, et c'est ce que l'on fait, nous, aujourd'hui. Nos 31 data centers en propre sont des bâtiments qui étaient déjà existants. Merci, c'est très intéressant parce qu'on est dans un système global, un système industriel, et évidemment, il y a des biens matériels, et Lenovo est un acteur clé de la fabrication de ces biens matériels. Vous inondez la planète de micro-ordinateurs et de serveurs. Le discours d'OVH doit grosso modo être le même que le vôtre. Comment on fait pour être vertueux tout au long de la chaîne? Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette question, en allant même jusqu'à responsabiliser vos clients.
Absolument. Donc, je me présente, Jean-Christophe Morisseau. Je suis en charge pour Lenovo au niveau européen de la stratégie serveur, donc tout ce qui est data center. Effectivement, on est un groupe sino-américain, 85 000 salariés dans le monde, à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires. On a 3 activités. Une activité donc, de PC, c'est pour ça qu'on est le plus connu. Aujourd'hui, on est numéro 1 mondial du PC. On fabrique à peu près 65 millions de PC par an, sur un marché qui en compte 270, donc on a une grosse part de marché. On a une activité de data center, donc de serveurs, donc tout ce qui est informatique, je dirais industriel, donc du compute, des serveurs, des systèmes de stockage. Et puis on a également une activité de mobilité, de téléphonie mobile avec la marque Motorola. Donc on est vraiment un industriel complet et on se caractérise par vraiment ce qu'on appelle Pocket to Cloud. Sur la partie IA, moi je représente la branche donc data center et je vais continuer par expliquer ce que l'on fait. C'est que là on a un cas d'OVH qui est un acteur sur le marché qui est extrêmement vertueux. Nous on a vocation à équiper l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit des cloud providers, que ce soit des sociétés qui utilisent de l'informatique, ou que ce soit des petites, moyennes entreprises. Donc on est sur l'ensemble du scope. Sur la partie data center, ce que l'on voit avec l'IA, parce que c'était aussi la question de l'IA, c'est que cette IA, elle est aujourd'hui extrêmement consommatrice d'énergie. Donc il y a à se poser la question de savoir comment on l'utilise, quels sont les usages qu'on va en faire. Nous, on part du principe que en fait, l'usage qui en est fait, on peut avoir un impact, mais on se positionne comme fournisseur de technologie et donc on équipe les personnes qui utilisent cette IA. Et la question qu'on se pose, c'est il faut donc arriver à délivrer la puissance demandée par cette IA, qui est, je dirais, dans une courbe exponentielle. Qu'en fait, on a besoin de plus en plus de puissance. C'est une course à la puissance, parce que c'est un élément de différenciation des différents acteurs de l'IA. Ils ont besoin de cette puissance. Donc c'est les fameux GPU, mais pas que, mais c'est vraiment ça qui drive la demande aujourd'hui. Et cette puissance, elle vient avec plusieurs effets induits et des externalités. Si je veux de la puissance en informatique, il faut que je l'alimente en énergie. Vous savez que traditionnellement, les data centers ou les systèmes informatiques sont des gros gaspilleurs d'énergie. Quand je mets de l'énergie dans un serveur, en fait, pour délivrer une unité de puissance pure, il faut que j'en mette un peu plus parce qu'elle va se dissiper en chaleur. Et donc tout le sujet que l'on pousse nous, c'est de se dire, ok, comment on contribue à faire en sorte de diminuer le gaspillage, comment on fait en sorte d'être le plus efficace possible. Ça se traduit par le fait qu'on est un industriel. On a décidé d'intégrer nos chaînes verticalement, c'est-à-dire qu'en fait, on va construire nos propres cartes mères. Donc, on va designer nos cartes mères. Donc, on est au niveau du design de la carte mère, construire des machines, et on va pouvoir faire en sorte de travailler sur ce duo puissance et dissipation de chaleur. Et la dissipation de chaleur, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est arrivé à un point d'inflexion où l'air ne suffit plus. C'est-à-dire que si vous mettez un data center et vous mettez des gros frigos et des systèmes de ventilation et de climatisation, vous aurez beau faire ce que vous pouvez, vous ne pourrez pas refroidir, ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de puissance. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de passer sur un refroidissement par liquide. Donc il y a des expérimentations qui sont faites aujourd'hui sur des bacs à huile où vous plongez des serveurs. Et ce n'est pas la direction qu'on a prise parce qu'on considère, nous, qu'elle ne passe pas à l'échelle industrielle. Et donc, en fait, on a décidé de partir sur du water cooling, ce que tu décrivais tout à l'heure. Bien connu des gamers. Mais bien connu des gamers. Donc, on a, nous aussi, des plateformes de gaming, ça s'appelle Légion, avec des systèmes qui sont water coolés. Mais là, on parle du serveur. Et le water cooling, ça amène quoi? Ça amène, en fait, un système, un serveur, dans lequel vous allez installer, en fait, un radiateur en cuivre. Et vous allez amener une boucle d'eau, avec de l'eau qui rentre, de l'eau qui sort. Et en fait, vous allez récupérer la chaleur là où elle est générée, sur un processeur, sur une carte mémoire, sur une carte graphique. Et cette chaleur, vous allez la retirer du serveur. Un serveur, ça tourne en général, quand vous êtes sur une exploitation normale, à l'intérieur du serveur, il fait entre 70 et 80 degrés. Si vous allez au-dessus, ça commence à diminuer en termes de puissance parce qu'en fait, il s'autorégule. Donc tout le jeu, c'est d'optimiser la puissance en essayant d'arriver juste avant le point de rupture et d'avoir une température égale dans le serveur. Et comment vous faites ça? Avec de l'eau. Donc vous avez une boucle chaude ou tiède qui rentre et qui ressort et qui fait en sorte de refroidir cette machine. Une centrale nucléaire. Centrale nucléaire ou un chauffage encore plus trivial, une chaudière électrique. Voilà, vous avez chez vous des radiateurs. Il y a la confusion qui est faite très souvent, c'est qu'on dit que les data centers consomment de l'eau. Là, je ne parle pas de cette eau-là. L'eau qu'on consomme, c'est celle qu'on a décrite tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des brumisateurs.
Comme on est tellement, je dirais, en limite de puissance, dans limite de je dirais, physique pour dissiper la chaleur, on utilise des grandes colonnes dans lesquelles on va pulvériser de l'eau qui va arriver en vapeur, enfin en pulvérisation, et qui va récupérer cette chaleur et qui va remonter. Et c'est cette eau que les data centers consomment, et c'est cette eau qu'on veut arrêter de consommer, en ayant des systèmes à boucle fermée. Donc en fait, ça ne consomme pas d'eau. Et la beauté de ce système, c'est qu'en faisant ça, vous avez plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est qu'en fait, vous n'avez plus de ventilateur dans les machines. Parce qu'en fait, il y a des systèmes de refroidissement en haut. Et comme il n'y a plus de ventilateur, ça consomme moins. Parce qu'il faut savoir que les ventilateurs dans des serveurs, donc vous imaginez pas un serveur, vous imaginez des racks qui sont des armoires, par milliers, vous avez un gain de 30% d'énergie juste par le ventilateur. Comme vous libérez de la place, vous mettez plus de puissance, plus de processeurs, donc vous optimisez l'impact et l'impact au mètre carré. Et après cette chaleur, vous pouvez la réutiliser. Et donc, vous pouvez en fait en faire du chauffage central. Cogénération. Voilà, cogénération. Donc, on est vraiment dans cette tendance. Aujourd'hui, on travaille là-dessus. On est à la 6e génération de nos systèmes. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le marché, c'est qu'en fait, cette technologie, elle est extrêmement mature. Elle vient du monde du mainframe. Donc, elle n'a pas été inventée hier. Elle a été inventée il y a 50 ans. Donc, c'est une technologie que tout le monde connaît, qu'on peut vraiment implémenter. Aujourd'hui, dans les data centers, elle existe plutôt dans le monde de la recherche. Si Michel Robert peut se connecter, il a, lui, un data center qui est water-coolé aussi. Et donc, ça existe depuis un certain temps. Le gros enjeu maintenant, c'est de se dire comment je fais en sorte de faire basculer les usages et faire en sorte que les data centers de sociétés normales passent à ces technologies pour faire en sorte d'être le plus, je dirais, frugal possible en énergie. Très bien. On voit que les industriels ont pris à bras-le-corps le sujet, parce que j'imagine que toute la profession travaille sur ces questions-là, qui sont absolument vitales, et que les clients demandent de mettre en œuvre. Mais alors, la question qui est fondamentale et qui nous brûle les lèvres, c'est de dire, mais pourquoi tant de puissance ? Pourquoi faire ? Quelles sont les évolutions fondamentales des besoins ? Et je me retourne vers quelqu'un qui travaille dans le monde du logiciel, du software. Est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer des machines infernales en software qui ne font pas preuve de frugalité parce qu'elles consomment de plus en plus de lignes de code et d'informations et vont solliciter des serveurs ou des data centers qui, eux-mêmes optimisés, mais vont devoir grossir en taille pour faire face à la demande. Donc on est dans un système non régulé, puisque la puissance qui est livrée par les industriels, aujourd'hui, on sait qu'elle est à peu près maîtrisée et à peu près vertueuse, mais elle est sans limite. Et ce qui est intéressant, c'est que le poids, maintenant, de la responsabilité appartient au monde du développement, et notamment au monde de l'intelligence artificielle, dont on a bien vu depuis quelques années qu'il était entré dans une phase de croissance exponentielle, avec des usages absolument multiples, et qui, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement vertueux en termes d'utilisation de la donnée et du codage, aussi bien de la transmission que de la puissance de calcul. Nicolas, vous avez une position différente par rapport à ça. Vous dites, je sais faire de l'IA vertueuse. Je sais faire de l'IA qui consomme moins d'énergie et qui apporte des réponses fonctionnelles de même qualité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous réussissez ce miracle ? Oui, donc bonjour à tous, Nicolas Ivanhomme, CEO de Funartech, une compagnie au Canada mais aussi en France. Alors moi je suis un pionnier d'une nouvelle façon de faire de l'IA, c'est mon message principal. Moi j'aimerais que les gens commencent à comprendre qu'il y a différentes façons de faire de l'IA. Il y a l'IA mainstream telle qu'on la connaît, qui est effectivement extrêmement énergivore, mais il y a d'autres façons de faire. Nous on est pionniers dans une façon de faire. Je vais vous donner un exemple, ça va vous donner un ordre d'idée. Je pense que l'approche actuelle, elle est complètement aberrante. L'IA que nous développons, je vais le dire de manière absolument pas humble, mais en même temps, quand vous allez entendre les chiffres et puis ce qu'on fait, peut-être que vous allez vous dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc moi, j'estime que l'IA actuelle, elle est vraiment pas dans la bonne direction. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'IA hybride. Alors, ça n'a pas vraiment un nom, parce que l'IA hybride, si vous allez regarder, c'est principalement une IA existante. C'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde toutes les technologies existantes et on les combine au niveau fondamental. Moi, je suis un mathématicien. La plupart des gens dans mon équipe sont des mathématiciens aussi. Ce qu'on fait en hybridant, c'est en fait pouvoir utiliser les forces et les faiblesses, c'est-à-dire on utilise les forces de certaines sciences pour combler les faiblesses d'autres.
Essentiellement, on utilise toujours de la recherche opérationnelle et du machine learning, peu importe ce que c'est. Ça, c'est 2 domaines qu'on utilise toujours. Je vais vous donner les résultats. Ça va parler, j'espère. On a travaillé avec Toyota, au Japon, la maison mère. Ils ont plein de problèmes. Un problème de logistique important pour eux, c'est le transport des pièces de voiture interusines. C'est un problème connu, sauf que Toyota produisant énormément de pièces, personne n'a trouvé de solution pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, avec leurs équipes internes qui sont vraiment bonnes et avec les meilleures équipes au monde, il n'y a personne qui avait une solution. Ils ont fait un concours, 800 participants, on a gagné le concours, on a commencé à travailler avec eux. Ils nous ont demandé de travailler sur une petite partie de leur supply chain au niveau du transport des pièces de voiture. On ne savait pas qu'ils avaient essayé pendant 2 ans et que c'était un échec. De manière très naïve, on leur a dit non, parce que si on optimise une toute petite partie de votre supply chain, ça ne va pas vous aider. Ça devient même un bottleneck, une partie qui est vraiment optimisée, le reste qui ne l'est pas, ça pose problème. On leur a demandé, est-ce qu'on pourrait optimiser toute la supply chain, le tout. Allons-y gaiement. Vous ne manquez pas d'ambition. On ne manque pas d'ambition, mais c'est plutôt de la naïveté qu'autre chose. Et finalement, au bout de 4 mois, on avait une première solution globale. On était les premiers au monde à avoir une solution globale, et in fine, on a travaillé avec eux pendant 2 ans. On a fait 53% d'optimisation au niveau des coûts. Ça se traduit par 250 millions d'économies par an de dollars US, mais ça se traduit aussi par 1/3 des camions en moins sur les routes. Maintenant, notre IA, je dirais qu'elle peut agir de 2 façons différentes. On était les premiers à avoir une solution parce qu'on était les premiers à pouvoir adresser un problème aussi gros. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des gros modèles. Nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. En fait, on est en train de développer un nouveau paradigme. Et quand je dis ça, je perds la moitié de la salle, mais je ne peux pas dire autre chose. Donc si jamais ça vous intéresse, venez me trouver après. Donc on est capable d'aller chercher des gros problèmes qu'on peut optimiser. On réduit d'1/3 le nombre de camions sur les routes. Mais en plus, on a une IA qui est frugale. Elle est efficace, elle est aussi frugale. On parle de toute la logistique au niveau des pièces de transport, de tout Toyota, toute la supply chain. C'est énorme. Ils s'attendaient à ce qu'on ait des calculs sur des hypercalculateurs, des gros serveurs pendant 12 heures. 4 minutes sur un laptop. La façon dont on fait de l'IA actuellement, elle est poussée entre autres par les États-Unis, parce que ça consomme énormément d'énergie, et donc il y a beaucoup de gens qui vendent énormément de choses. Mais il existe d'autres façons de faire de l'IA. Non seulement cette IA est plus efficace, elle est plus frugale, il y a aussi d'autres avantages. Peut-être que je peux en parler après. D'accord. Bon, c'est très alléchant. Et on voit bien que dans tous les cas, face à un problème, quand on met en œuvre la communauté scientifique et technique, on a des chances de trouver des bonnes solutions. La difficulté que l'on a, c'est qu'on est quand même dans un monde asymétrique. Il y a de très grands acteurs sur le marché, et ces très grands acteurs n'ont pas nécessairement à cœur, comme vous, de trouver des solutions frugales. J'observe que Lenovo, qui est un industriel, mais pas un acteur du soft, recherche des solutions industrielles, parce que c'est dans l'ADN de tout industriel de chercher de l'optimisation. Mais aujourd'hui, on observe bien, et vous pouvez probablement nous confirmer ça par rapport à vos clients, que beaucoup de gens se sont rués depuis novembre de 2022 sur l'IA générative. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser un outil aussi puissant, aussi coûteux, aussi générateur d'énergie pour résoudre des problèmes que l'on peut résoudre autrement? Parce que vous êtes parti du problème et pas de la solution. Et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution technologique. On voit bien que pour résoudre les problèmes des humains, ils sont nombreux et c'est le but du numérique, il faut mettre en œuvre des solutions. Les grands acteurs nord-américains qui ont une domination, et chinois d'ailleurs, qui ont une domination totale sur l'ensemble de la chaîne, vont nous imposer une solution qui les arrange. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous trouvez des solutions pertinentes qui règlent le problème du client, mais qui ne vont pas bouleverser les équilibres économiques. Est-ce que, vu de votre point de vue dans le conseil et dans le travail opérationnel des clients, est-ce que cette dimension utilisation de la ressource est prise en compte convenablement dans le choix des solutions? Angélica, puis d'accord, merci. Vous aussi, parce que c'est essentiel. La planification, la décision vient du client final. On vous demande de diminuer la facture énergétique et la facture environnementale ou pas? Alors, ça c'est mon point de vue. Moi, je pense
qu'on est dans une course qui est loin d'être arrêtée. Donc moi, je pars de ces principes. Je me dis que, de toute façon, quoi que l'on fasse, cela va continuer. Et imaginons qu'aujourd'hui, on a des solutions non décarbonées. Imaginons, projetons dans cet univers où tout est décarboné, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne serait pas là en train de nous poser ce genre de questions déjà. Pourquoi? Parce qu'on est décarboné, ça ne nous pose pas de problème. On aura d'autres problèmes, peut-être éthiques, sociaux, de gouvernance, mais pas les problèmes environnementaux. Donc aujourd'hui, je pense que les plus gros problèmes qu'on a, c'est de dire comment on atteint ou comment on fait pour réduire la température de la planète, qui sera catastrophique dans quelques années. En fait, on est hors contexte maintenant. Donc, le dernier rapport de GIEC, 6e rapport 2023 édité, parce qu'on n'a pas un nouveau, il nous alerte. Il nous dit, attention, on va dépasser les 1,5 degrés. Ne rêve pas, ne rêve plus, puisque ce n'est pas possible. Donc, on est à quoi? 2, 3, voire 4 degrés pour 2100. Moi, je ne serai pas là pour le voir. Mais nos générations, ils sont là. Ceux qui viendront, ils seront là pour le voir. Et donc, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces raisonnements? Et donc, la seule solution qu'on trouve aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, on aura d'autres, c'est la sobriété. Et la sobriété, c'est quoi? La sobriété, c'est un usage raisonné de tout. De l'énergie, de mes outils, de tout. On a des dispositifs aujourd'hui, puisqu'on n'est pas resté sans rien faire. Mais à partir de 2015, vous savez, c'est le Pacte de Paris qui nous a permis déjà de commencer à réfléchir sur l'avenir de cette planète. Qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire? Et donc, il y a une série de méthodologies avec notamment qui ont été développées à ce moment-là, plus les non-corporate reports, c'est les rapports que les entreprises doivent faire, qui étaient jusqu'à 2015 complètement financiers. Et maintenant, on passe à un reporting extra-financier, qui n'a rien à voir avec le finance, mais avec l'impact environnemental des organisations. Et on arrive, ça c'était l'ancêtre il y a 2015, et aujourd'hui on parle de la CSRD, qui est donc cette directive. Et tout cela n'aurait pas été possible si on n'avait pas fait un chemin de raisonner dans cette logique-là, avoir une taxonomie européenne, avoir un Green Deal qui nous a permis maintenant d'établir quelques routes possibles. Et puis les fameux scopes dont vous parliez il y a tout au début, scope 1, scope 2, scope 3, comment on s'y attaque? Et donc, tous les pays, ils sont fait quand même, ils ont pris des engagements, inclus la France. Et au passage, je vous dis que la France, elle n'arrive pas à se débarrasser de la Guyane, par exemple. Complètement fossile, dépendant des fossiles. Donc, même si on met dans un même package nos contributions décarbonées, la France, qu'est-ce qu'on fait avec la Guyane? Puisqu'elle est non décarbonée. Elle ne le sera pas tout de suite, en tout cas. Et dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, on est sur des énergies fossiles. 70%, 80% de l'énergie est fossile. Donc c'est pas le cas de la France. Non, pas en France, mais en Amérique latine, par exemple, c'est le cas. Et en Asie. Donc, votre message, c'est de dire la réglementation, la normalisation, les indicateurs, ça fait changer la demande.
Ça peut accélérer. Ça accélère la prise de commande. Dans votre cas, chez OVH, est-ce que les clients viennent chez vous parce que vous êtes plus vertueux que vos concurrents? Je l'espère, en tant que directeur environnement. J'espère que j'arrive à prêcher la bonne parole et à convaincre les clients. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que toi, tu évoques le front de la réglementation, de la transparence à l'échelle corporate. Donc, tu as parlé de la CSRD, de la taxonomie verte, etc. Bien sûr, ce sont des dispositifs intéressants. Mais très honnêtement, je suis utilisateur d'IT. Je ne vais pas me taper le rapport extra-financier de Lenovo pour savoir si leurs serveurs sont bons. C'est pas ça que je vais faire. Donc on se pose le problème par rapport à ce que tu disais de recherche de frugalité, le problème de la mesure et le problème de la transparence. Et ça, franchement, force est de constater dans notre industrie, on n'en est pas là. Je vais vous citer 2 exemples très récents. Vous avez Mistral AI qui vient de faire un rapport en fin juillet sur l'impact environnemental. Donc eux l'ont pris sur le front des émissions de gaz à effet de serre et sur le front de l'usage de l'eau. Encore une fois, l'eau dont on a besoin pour refroidir le data center, ce qui est plutôt une bonne chose, encore une fois, mais aussi pour produire l'électricité. Il faut savoir que quand un data center utilise 1 litre par kilowattheure pour se refroidir, ce qui est à peu près la moyenne mondiale, c'est aussi 1 litre par kilowattheure pour faire des électrons en France. Okay, parce qu'on a beaucoup de machines thermiques. Centrale nucléaire, c'est une machine thermique, elle utilise de l'eau. Bon. Donc, ils ont fait ce... Elle l'utilise, mais elle ne la consomme pas nécessairement. Elle l'évapore, donc elle la retire du milieu, et puis elle va quelque part. Okay, elle ne la détruit pas, mais elle la transforme. Elle la sort d'un aquifère. Encore une fois, le problème du gaz à effet de serre, c'est que c'est mondial. Le problème de l'eau, c'est que c'est local. Maintenant, je reviens en fait à la transparence. Donc Mistral dit, finalement, moi, un prompt, globalement, c'est 3 kWh d'énergie par prompt, et puis c'est tant de millilitres d'eau. Un mois après, Google, avec DeepMind, sort un papier de recherche pour arriver au même résultat. C'est-à-dire de dire, je veux savoir quelle est ma consommation d'eau et quelles sont mes émissions de gaz à effet de serre. C'est entre 30 et 40 fois moins. Donc, soit Mistral fait mal ses calculs, soit Google fait mal ses calculs. Soit la norme n'est pas bonne. Soit la norme n'est pas bonne. Et en fait, quand on creuse dans le papier, on se rend compte que la norme, elle n'est pas bonne chez Google. En fait, ils oublient tout un tas de choses. Ils ne prennent pas en compte le scope 3. Le scope 2, sur la consommation électrique, ils prennent leur achat d'électricité décarbonée, mais ils ne prennent pas la réalité de l'électricité qui arrive dans leur data center, ce qu'on appelle le location-based par opposition au market-based. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont mises de côté. Et donc, ça m'amène au point fondamental, c'est que les fournisseurs doivent être le plus rigoureux et le plus transparent possible. Alors, effectivement, là, je vais faire un peu la pub d'OVH Cloud, et je vais faire aussi la pub d'un cabinet de conseil qui est présent dans la salle et qui nous a accompagnés dans ce voyage scientifique de 3 ans. On a mis, nous, en place, il y a plus de 2 ans et demi, une calculatrice carbone pour mesurer objectivement l'empreinte environnementale sur le front des gaz à effet de serre de tous nos services cloud. C'est 1 an de travail méthodologique avec du développement IT pour le rendre disponible à nos clients. On vient de retravailler 6 mois avec le cabinet IJO, qui est un cabinet spécialisé dans le domaine, pour le rendre multicritère, pour justement adresser l'usage des ressources abiotiques, l'usage de l'eau. Bref, mon message est de dire que c'est faisable. Il suffit de se mettre autour de la table avec des spécialistes, de travailler, de prendre toutes les données possibles, et on les a, les données, de n'en oublier aucune, et de présenter les choses aux clients de manière transparente et rigoureuse, toujours appuyée sur une note méthodologique, parce que cette science est nouvelle, et elle va s'affiner dans le temps. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est la qualité de la mesure, et à l'échelle des services cloud pour que ça parle aux clients, et la rigueur derrière dans la restitution. La promesse derrière ça, c'est pas de donner des chiffres aux clients pour qu'ils se fassent plaisir, c'est pour qu'ils puissent justement arbitrer et se rendre compte que derrière l'immatérialité du cloud, faire fonctionner effectivement des LLM, des Large Language Models, même en phase d'inférence, c'est ultra consommateur. Et là, il faut apporter une deuxième réponse. Tout n'est pas LLM. L'IA hybride, les narrow models, les modèles ultra spécialisés, avec des datasets limités, sont tout aussi efficaces et se pose donc le problème pas de l'outil, mais de l'objectif. Et donc de quel outil je vais aller chercher. Et ça, le job d'un cloud service provider comme nous, c'est de fournir des accès, juste ce qu'on appelle nous les AI endpoints, des accès à tout un tas de sets de modèles pour répondre à des problématiques précises et donc de le faire de la manière la plus optimisée et la moins impactante sur l'environnement. Chez Lenovo, est-ce que vous êtes prêt à donner sur chacune de vos machines, comme on le fait pour les réfrigérateurs ou les lave-vaisselle, une fiche signalétique autour d'une méthodologie sur laquelle vous pouvez vous entendre avec vos concurrents pour montrer le travail que vous faites en amont sur la conception de vos produits et qu'on compare. Moi, j'aimerais bien aller chez Darty ou chez Boulanger et me dire, tiens, je prends un Apple qui consomme tant ou un Lenovo qui consomme tant. J'ai conscience de ça. Parce que le grand problème
de l'énergie carbonée. C'est que le client de base n'en sait rien. On n'est pas du tout informé. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse la différence entre 1 kilowatt et 1 kilowattheure, ce qui est au programme de 4e normalement, mais que beaucoup de gens oublient. Donc, est-ce que vous êtes dans cette démarche-là, ou est-ce que vous sentez, entre vos différents pays clients, des différences de sensibilité? C'est deux questions totalement différentes. Mais deux questions différentes. Je vais essayer d'y répondre. Est-ce que c'est le métier de Lenovo de créer une norme pour qu'en fait, le consommateur, à la fin, s'y retrouve? Pas vraiment. Donc nous, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la norme n'existe pas. Le régulateur n'a pas travaillé sur cette normalisation. Donc en fait, il est impossible, je dirais, de s'accorder au niveau industriel, d'une industrie, pour arriver à donner une information qui soit standard et qui soit normalisée, comparable. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc on essaye d'aller dans cette direction. Ouais. Il y a beaucoup d'initiatives dans les différentes COP. Pour venir à ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se dit déjà qu'il faut qu'on soit nous-mêmes, je dirais, irréprochables sur ce sujet-là. Donc on s'est engagé sur un chemin de net zéro à 2050. Donc il y a pas mal, je ne vais pas toutes les lister, mais en fait, effectivement, on est, de par la nature, notre nature industrielle, on est consommateur d'énergie. On vend des systèmes qui sont des systèmes qui, par nature, vont embarquer je dirais, des matériaux qui sont polluants. Donc en fait, il y a tout un travail qui est fait au niveau de Lenovo pour travailler, par exemple, sur notre consommation d'énergie. On s'est engagé à 2026 à utiliser 90% de renouvelables. Aujourd'hui, nos usines basculent toutes en solaire. On a une usine en Hongrie qui est entièrement solaire, avec un deal avec le village à côté pour leur redonner en fait de l'énergie quand on en a trop. Et donc on va là-dessus. On a 30 usines dans le monde. L'objectif, c'est que nos 30 usines soient, basculent en solaire. Au niveau de nos émissions de carbone, on s'est engagé également à faire en sorte qu'on maîtrise 90% des émissions nettes et qu'en fait on ne fasse que 10% de compensation. Parce qu'il y a aussi un petit jeu aujourd'hui dans les différentes sociétés de dire je suis net zéro, je travaille sur mon scope 1 et puis le reste je compense. Ouais. Donc voilà, donc on a des initiatives dans cette direction-là, si vous voulez. Le régulateur au niveau européen sur les grands appels d'offres commence à demander, je dirais, des critères d'utilisation, je dirais, notamment sur la durée de vie des systèmes, sur la réparabilité, sur le fait de donner le nombre, ou le pourcentage de composants qui sont recyclables. Donc on travaille beaucoup sur ces éléments-là, on les rend de plus en plus, je dirais, visibles. Donc aujourd'hui, sur la partie recyclabilité, on s'engage, nous, à être au-delà des 50% de recyclabilité sur nos produits à horizon 2026 sur la partie PC. Mais c'est très, très compliqué d'arriver à avoir un discours normalisé. Je voudrais juste rebondir sur une chose qui a été dite sur la partie IA frugale. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des technologies qui existent qui permettent de basculer les systèmes d'IA des data centers vers les machines individuelles. Et ça permet d'être de plus en plus frugal. Vous pouvez faire des choses aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord qu'on n'est pas obligé d'embarquer des gros LLM à chaque fois. Vous pouvez tout à fait faire ce que fait ChatGPT ou ce que fait Gemini, j'en cite deux, mais j'ai pas intérêt, sur des machines locales, en développant vos propres modèles, avec des composants électroniques qui sont des processeurs qui sont dédiés à l'IA, qu'on appelle des NPU, et qui sont très frugaux, et qui font qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'un grand nombre de requêtes qui sont faites à ChatGPT, qui partent dans le cloud et qui utilisent des ressources qui sont mutualisées, peuvent être déportées sur des machines extrêmement frugales. Ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui, que nous, on propose en tant que constructeur. Le vrai sujet, c'est qu'en fait, il faut que la communauté des développeurs, la communauté des intégrateurs s'en empare pour optimiser cette technologie. Mais aujourd'hui, on voit des technologies émerger qui permettent de donner les moyens aux gens qui veulent bien s'en saisir, de pouvoir faire un calcul en 4 minutes sur un laptop. S'il y a un calcul qui est fait en 4 minutes sur un laptop avec une intelligence artificielle, c'est qu'il y a un modèle quelque part qui a été posé sur cette machine, que cette machine a la puissance nécessaire par rapport au modèle. Et ça, c'est qu'il y a derrière des constructeurs qui s'engagent à fournir cette technologie. Donc c'est vraiment un sujet d'écosystème. On n'est pas là pour se pointer du doigt, on est là pour tous contribuer et faire sa part du boulot. Et en tant qu'entreprise internationale, on fait notre part du boulot. Et on ne la fait pas de la même manière en fonction des différents marchés. Voilà, c'est ce que Le marché américain n'en a que faire des considérations, je dirais, environnementales. Sinon, vous allez en tôle. Si Nous, on s'adapte parce qu'on est un acteur global, mais c'est un sujet qui n'est pas du tout, je dirais, dans l'ordre de... Vous êtes en Europe, c'est extrêmement prégnant.
parce qu'en fait, il y a une vraie conscience au niveau européen. Et après, en Europe, il y a différents pays qui ont une conscience plus développée, des régulations locales plus développées. Tout l'enjeu, c'est de se réguler au niveau européen. Mais du côté US, c'est pas vraiment le sujet, en fait. Hein. Alors, et paradoxalement, beaucoup plus du côté de la Chine. C'est paradoxal, mais quand on regarde, parce que je travaille pour une boîte chinoise, hein, mais paradoxalement, quand on regarde un petit peu ce qui se fait en Asie, vous avez des Chinois qui, parce qu'ils ont un tel besoin de développement, qui sont très très en avance, surtout le photovoltaïque par exemple. Oui, tout à fait. Mais il est certain que pour vous qui fabriquez des architectures d'IA frugales, coopérer avec les industriels est une chose importante. Il faut être capable de distribuer la puissance là où vous allez en avoir l'usage. Est-ce que c'est une piste sur laquelle vous travaillez, ou est-ce que vous considérez qu'on trouve des solutions technologiques après, dès lors qu'on est dans une IA répartie? J'ai bien compris. Nous, on est dans une drôle de position. On est vraiment des pionniers. Donc tout le monde dit qu'il est pionnier en IA, hein, c'est le b.a.-ba. Tout seul. Il a une cible dans le dos. Exactement. Exactement. Donc on est des vrais pionniers avec une autre façon de faire de l'IA, et c'est une façon générale. Hein. Donc c'est pas juste des petits modèles adaptés à quelque chose de spécifique. On parle d'une IA générale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que moi depuis tout à l'heure j'attends. Oui, je peux dire un peu plus. En même temps, c'est très intrigué, quoi. C'est notre façon de faire, donc c'est notre secret industriel. Mais je peux certainement en dire quelques éléments. Mais c'est vraiment une IA générale. Donc ce que les LLM font, on pourrait le faire aussi. Maintenant, il n'y a personne qui a envie de faire des LLM à notre sauce. C'est un énorme projet. On aurait une architecture complètement différente. Je ne sais pas si un jour on le fera, j'espère que oui. Hein, parce que ça, c'est mon message. Je pense que maintenant, on l'a compris. Moi, je pousse vraiment pour une autre IA. En tant que pionnier, c'est vraiment très difficile de percer. Ouais. Ça a été comme ça pour le deep learning. Le deep learning, maintenant, tout le monde en parle comme d'une évidence. Mais dans les années 90, on avait des résultats qui étaient vraiment probants. Et on prenait les gens qui faisaient du deep learning pour des clowns. Et vraiment, il a fallu attendre 2010. Bon, et c'est comme ça pour tous les pionniers, pour toutes les technologies. On parle de technologies disruptives, tout le monde les veut, sauf que ça, en fait, ça embête tout le monde. Personne ne l'achète. Parce qu'elle est disruptive. Exactement. Donc nous, on est dans cette niche à la fois de développer quelque chose qui n'est pas connu, qui commence à devenir de plus en plus connu, notamment en France, raison pour laquelle je suis ici. Mais c'est au compte-gouttes. En fait, nous, notre niche, c'est d'intervenir quand toutes les meilleures équipes du monde sont intervenues et que personne n'a de solution. Ouais. Alors on fait appel à nous en disant, vous avez une grande gueule, vous prétendez des trucs, on n'y croit absolument pas, mais voilà, on vous donne des cacahuètes, allez-y. Jusqu'à présent, on a 100% de succès. Donc c'est quand même un domaine dans lequel il y a énormément d'échecs. On a 100% de succès parce qu'on a une IA qui est vraiment robuste. On est en train de faire de l'IA différemment. Je le dis, je le redis, comme tout le monde, mais en même temps, je ne peux pas dire autre chose. C'est pas parce que tout le monde dit n'importe quoi que moi, je dois m'adapter. On fait vraiment autre chose. Je vais revenir à quelques éléments. Donc première chose, c'est que nous, on est vraiment agnostique par rapport à la technologie. On regarde tout ce qui existe et on essaie de comprendre au niveau fondamental. Ça nous permet de combiner les choses au niveau fondamental. C'est vraiment très très important parce que les LLM, au niveau fondamental, c'est du n'importe quoi. Donc moi, je le dis, je suis pas le seul. Faut pas forcément me croire, mais honnêtement, les LLM, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Soit. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on utilise le savoir, le savoir-faire et les données. Dire qu'on va tout obtenir avec les données, c'est du non-sens. Quand on a un savoir et un savoir-faire, si on est sûr de ce savoir et de ce savoir-faire, même s'il n'est pas bon, mais qu'on a quand même envie de s'engager dans cette voie-là, on peut se dire, par exemple, on a des lois physiques. Est-ce que moi, dans un projet, j'ai envie de me dire, les lois physiques, peut-être que je ne devrais pas en tenir compte. Non, je vais partir avec l'idée de les lois physiques, ça devient une vérité fondamentale. Je n'ai pas besoin d'aller rechercher les lois physiques dans mes données. Je connais les lois physiques, donc je peux les utiliser. Il y a moyen de les modéliser. Pas en ML, ça se fait un petit peu, mais c'est très difficile. Mais quand on combine le ML et d'autres choses, on peut les modéliser. Et le savoir-faire aussi, c'est important. C'est pas parce qu'un client fait quelque chose de la mauvaise façon qu'on va changer ça. S'il veut pas le changer, on va utiliser le savoir-faire. Là aussi, on n'a pas besoin d'aller chercher les données. Autre chose, on est dans le prescriptif, pas dans le prédictif. Donc la mode maintenant, c'est le prédictif. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme où on prédit. C'est génial. Mais la prédiction, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir prendre des décisions. Si vous estimez que vous avez 3 scénarios, A, B, C, et puis que le A, il a 95% de probabilité d'arriver, bon, on peut se dire, oui, ok, c'est ce qui va arriver. Mais en fait, non, c'est probabiliste, on ne sait pas. Et surtout, est-ce que par hasard, si ça n'arrive pas, si en fait c'est le scénario B qui arrive, même s'il n'a que 5% d'arriver, est-ce que ce ne serait pas catastrophique? Il y a des outils mathématiques qui permettent de prendre ça en considération et qui permettent de prendre des décisions avisées avec le poids des mathématiques derrière.
Une autre chose, on a des analyses de sensitivité. Ça veut dire qu'on est capable à l'avance de déterminer quelles sont les forces et les faiblesses des modélisations. Ça veut dire que quand on est en production, si la problématique change, et on sait très bien que ça ne change jamais en production, mais on sait que les hypothèses qu'on fait, si jamais elles ne s'appliquent plus, il y a des faiblesses dans les modèles et on les connaît parce qu'on fait des analyses de sensitivité. Ça, en prédictif, ça n'existe pas. Ça existe un peu, mais pas autant que dans le prescriptif. Donc ça, c'est des éléments. Je vais continuer. Le paradigme actuel, c'est quoi? C'est avoir des gros modèles. Okay, c'est un art. Donc on a une problématique, on a des énormes modèles. Qu'on soit dans l'LLM, le deep learning, la recherche opérationnelle ou quoi que ce soit, on a des gros modèles. Mais quand on regarde les solutions qu'on obtient avec ces gros modèles, en fait, ça n'utilise qu'une toute petite partie du modèle. On commence déjà à dissocier ces gros modèles. Oui, mais on a des gros modèles parce qu'en fait, à la base, on ne sait pas quel est le type de solution qu'on va obtenir. Donc on est obligé de tenir compte de toutes les possibilités. Nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on va aller modéliser la solution. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une modélisation, non pas de la problématique, mais de la solution. Vous avez sans doute jamais entendu parler de ça. C'est un nouveau paradigme. On commence, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Quand je dis nous, c'est en général les mathématiciens, les chercheurs, les experts en IA. Mais il y a une façon de dynamiquement aller chercher une modélisation de la solution. C'est un peu la philosophie de l'IA agentique. Non. D'accord. Alors, les agences... Pourquoi? Parce que les agences, ça fait 40 ans que ça existe. Tout le monde sait ce que c'est l'IA agentique? Peut-être pas tout le monde, mais bon, c'est un peu le buzzword du moment. En fait, en IA, on a des buzzwords tout le temps, il y a des modes tout le temps. Et encore une fois, moi je dis les fondamentaux, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Donc la tendance actuelle, c'est l'agentique, mais ça fait 40 ans qu'on fait des agents. Donc on connaît les avantages et les inconvénients. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les agents, c'est pas la panacée, ça va pas tout résoudre. D'ailleurs, ça ne résout pas tout, loin de là. Hein. Ceux qui font des agents se rendent bien compte que oui, ça marche dans un certain contexte, ça marche pas dans un autre contexte. Donc non, c'est pas de l'agentique, c'est vraiment une autre façon de faire. On est vraiment avec un nouveau paradigme. On vous fait confiance, mais il faut reconnaître que c'est pas facile à décrire. C'est comme la physique quantique, ça. Si vous connaissez la formule, si vous avez compris la physique quantique, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, l'autre IA, donc, que tu représentes brillamment, les autres IA, là, on est dans sont donc une piste majeure de transformation de nos modèles. On a quelques minutes et je voudrais qu'on en revienne un peu à la partie basse de la question. Quelle planète on veut? On voit bien qu'il y a trois tendances qui se développent. Il y a une tendance des industriels à dire « Oui, on a compris le message, il faut épargner les ressources naturelles, l'eau, l'énergie et évidemment tous les minéraux. » Parce que ce que vous n'avez pas dit, mais qui est tout à fait essentiel, c'est que l'informatique, c'est une industrie lourde. C'est une industrie qui utilise aujourd'hui 60 des composants métalliques du tableau de Mendeleïev. Aujourd'hui, il y a 20 ans, elle n'en utilisait que 10. Donc c'est une industrie qui s'est considérablement sophistiquée sur le plan de la technologie de base, sur les métaux, les assemblages, les composants physico-chimiques qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est une industrie lourde. Les industriels nous disent, on a compris, on a mis en œuvre des logiques, on n'est pas au bout, parce qu'il n'y a pas de normes, etc. Bon, mais on va y arriver. Vous, vous dites, on peut trouver une IA beaucoup moins consommatrice d'énergie, parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire de façon précise, et donc elle ne va pas faire des calculs à tort et à travers, et elle va aller dans la précision et la rigueur, parce que c'est une réflexion sur les architectures et sur les problèmes à résoudre. Et il y a une troisième voie qui consiste à dire, mais les gars, c'est bien sympa tout ça, mais il y a 10 ans, on avait 15 outils numériques à la maison. Aujourd'hui, n'importe quelle famille en a 40. Faites le compte du nombre de processeurs et d'outils numériques que vous avez dans votre voiture, dans votre frigo, dans votre lave-vaisselle et dans les ordinateurs. Vous pouvez économiser de l'énergie et des matières premières sur chacun des composants, mais si on multiplie le nombre de composants, on va être rattrapé par la masse. Vous savez que dans un iPhone, il y a 3 grammes de terres rares. 3 grammes, c'est pas beaucoup. Mais sur 400 ou 500 millions de smartphones qu'on fabrique par an chaque année, ça commence à faire. C'est 300 000 tonnes par an actuellement.
On prédit que les terres rares, ça va être 1 million de tonnes dans 5 ans. Donc tout ça pour dire qu'on a un effet volume, on a un effet rebond. Plus on utilise du numérique, plus on va consommer de la puissance de calcul, plus on va consommer de l'énergie et des matières premières. On est tous d'accord. Sachant que par ailleurs, une autre règle de cette équation macroscopique, sur laquelle on a beaucoup travaillé, nous, à Systématique, c'est que 70% des émissions de gaz à effet de serre, qui ne sont qu'un sous-ensemble, vous l'avez compris, de l'impact du numérique, provient de la fabrication industrielle. 30% de l'usage. Mais si on veut compenser l'effet rebond, c'est-à-dire l'augmentation du volume, il faut qu'on améliore notre performance en amont. Et on sent que c'est bien parti. Mais il faut qu'on améliore considérablement notre performance en aval. C'est-à-dire sur l'utilisation des outils et sur la conception. Et l'utilisation de la vidéo. Quand je vois dans le métro, c'est un lieu d'observation intéressant. Tout le monde regarde de la vidéo sur son smartphone. Pour être capable d'amener de la vidéo sur un smartphone au fin fond d'un tunnel de métro, il faut de l'énergie et de la puissance. Est-ce bien raisonnable? Comment peut-on faire pour changer ça? Et donc la question est, on peut ouvrir la question à tout le monde, puisque nous sommes tous citoyens et tous acteurs de cette transformation. Comment va-t-on à la fois aller chercher les bénéfices de l'utilisation du numérique, et qui sont tout à fait considérables? Ce que tu as dit tout à l'heure, moins 50% de camions sur les routes. Non. 30% pour les camions, 50% pour les coûts. D'accord. Moins 30% de camions, moins 50% de... C'est génial, il faut aller les chercher. Hein? Mais on voit bien que dans chacun des domaines industriels et sociétaux dans lesquels nous sommes, on peut se dire que le numérique va nous faire faire des progrès. Mais ce qui manque, et c'est ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est au fond le grand architecte de tout ça, parce que la normalisation, la réglementation, il y a des pays qui s'en fichent complètement, comme les États-Unis, et qui prennent même complètement la tangente par rapport à ça, y compris par rapport à l'accord de Paris. Et on est dans des marchés qui, aujourd'hui, représentent 80% des capitalisations boursières des grandes entreprises mondiales. Donc, derrière, vous avez des gens qui disent « c'est bien sympa ce que vous racontez », mais nous, on n'a aucune raison d'être vertueux, puisqu'on a des marchés colossaux qui s'ouvrent devant nous. Donc, comment concilier tout ça en tant que citoyen et décideur en entreprise? Comment vous faites, vous, dans vos entreprises, pour dire à votre directeur financier, bah, écoute, peut-être qu'il faudrait vendre un peu plus cher pour faire prendre conscience d'une utilisation plus raisonnée de nos outils. Et il te dit, bah, arrête, de toute façon, Apple vend moins cher que nous, ou plus cher, donc il faut qu'on soit compétitif avec eux. Et demain, il y a un Chinois qui va arriver à vendre des ordinateurs 30% moins cher que les Lenovo que vous nous vendez, donc il faut qu'on s'aligne. On est dans une course assez infernale. Et comme il n'y a pas de régulation et que la politique n'y comprend rien, la vraie question, c'est comment nous, acteurs, décideurs et citoyens, pouvons prendre ça en compte. Quel est le message que vous nous donnez par rapport à ça? Allez-y. Oui, merci. J'aimerais bien réagir par rapport à la régulation, parce que la régulation existe. Et moi, je veux dire, la Californie, c'est juste un bout des États-Unis, mais la Californie, c'est Paris-like. Et eux, ils ont un plan qui est bien ficelé jusqu'à zéro net 2050. Il y a des États comme le Colorado, New York aussi, qui sont dans cette optique-là. Malgré tout ce qui s'est passé, ou la position, on va dire, de Donald Trump, et c'est pas la leur, et c'est pas celle de tous. Les Chinois sont hyper ambitieux. Et donc, on a beaucoup de pays qui sont vraiment dans l'optique de ces changements. Le Brésil, ils s'avancent fortement dans des énergies renouvelables. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tout dire. On n'a pas de régulation. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, je pense qu'on se mette dans la tête qu'il faut faire pas des green IT, mais des clean IT. C'est-à-dire qu'on s'adresse vers le climat, qu'on soit transparent, qu'on soit ouvert. Voilà, pour moi, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Donc, normes, transparence, publication de ces indicateurs, vision reprise par le politique et donc par le consommateur, in fine, puisque c'est le consommateur qui décide.
Grégory. Oui, juste pour peut-être préciser ce qu'on entend par régulation, si ça vous intéresse, il y a quand même des directives chapeaux qui s'appliquent à tous les acteurs du numérique aujourd'hui. Il y a effectivement les directives dont tu parlais aux États-Unis qui existent, notamment sur les publications d'impact extra-financier. Alors en Europe, il y a l'EED, donc l'Energy Efficiency Directive on Data Center, qui s'applique à tous les acteurs de data center et qui fixe des objectifs de décarbonation du mix électrique, qui fixe des objectifs d'efficacité énergétique, le fameux PUE, le Power Usage Effectiveness, qui fixe de la performance au niveau du hardware aussi. Donc tu disais qu'il n'y avait pas de référentiel, mais aujourd'hui, il y a le CERT2 qui permet de mesurer l'efficacité des serveurs, en fait, avec des worklets standards, et on regarde l'énergie consommée, et on fait un score, un peu l'équivalent de ton A+, sur le frigo. Ouais, ça peut absolument. s'aider. Il y a le Code of Conduct aussi sur les data centers de la Commission européenne. Bref, des normes, ça n'en manque pas. Mais ça, c'est au niveau corporate. Après, il y a effectivement, tu esquissais une piste intéressante en disant faire payer plus cher ce qui a le plus d'impact sur l'environnement. Ouais. Non, c'est pas comme ça qu'un business va se construire. Par contre, faire payer moins cher à nos clients ce qui a moins d'impact. Ouais. Et ça, c'est juste du bon sens. Ouais. Et encore une fois, c'est ce qu'on fait nous depuis plus de 20 ans avec nos offres de deuxième et de troisième vie. Pourquoi elles fonctionnent, ces offres-là? Parce qu'elles sont canons au niveau de la politique tarifaire. Aujourd'hui, on est capable, nous, de prolonger la vie de GPU qui était utilisée en 2017 pour le parallel computing ou en 2018 pour le gaming, avec des offres où on est à 0,5 € de l'heure de calcul et on fait tourner des très beaux modèles sur ce type de plateforme qui ont pourtant 8 ans. Donc ça, je crois que c'est plutôt un signal prix qui est intéressant. Et puis après, au bout de tout ça, donc on en a parlé, le besoin de transparence, donc tous les outils, calculatrice carbone, impact tracker, comme vous voulez, ça c'est pour que ce soit vraiment dérivé à l'échelle des services que vous allez souscrire. Mais enfin, à la base, le reste, c'est l'éducation. Si on veut d'abord que les gens soient des consommateurs avisés, il faut les éduquer sur le fait que derrière un usage soi-disant immatériel, il y a une matérialité. Et bien sûr. OK, et leur donner les informations pour qu'ils la mesurent. Et après, leur donner aussi les clés de comportement pour éviter les effets rebonds. Et ça, je ne vois pas d'autre chose que de l'éducation, en fait. Et c'est bien au-delà du champ des entreprises. On a bien compris que Lenovo était pionnier dans cette matière, en essayant d'avoir une vue absolument globale du système industriel. Vis-à-vis de vos clients, qu'est-ce que vous faites comme travail éducatif et persuasif pour les amener à utiliser avec plus grand discernement vos matériels? Écoutez, c'est un peu comme si vous demandiez ce que fait Coca-Cola pour ou un vendeur de spiritueux pour faire en sorte que les gens en consomment moins. En fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'un problème d'éducation. C'est-à-dire que on voit que, par exemple, sur la partie alimentaire, l'obésité commence à prendre beaucoup de place dans notre société. Vous avez de la junk food, mais le problème à la fin, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat et qui sont obligés, bien évidemment, de vivre et d'acheter de la nourriture là où ils veulent. C'est un peu le même problème, c'est qu'en fait, il y a vraiment un rapport je dirais, au numérique qui doit revenir sur une logique d'éducation. C'est-à-dire que vous prenez vous avez pris le cas du métro, on est tous, on n'est pas tous parisiens, mais il y a le métro ici aussi. En revanche, je pense qu'on est beaucoup plus dans des familles. Vous avez dans des familles souvent des situations où tout le monde est devant son téléphone en train de faire des réseaux sociaux plutôt que de se parler. Enfin, on est dans un sujet d'éducation, de consommation, de quel est mon rapport au numérique, quel est mon rapport à la nourriture. On est un pays où on dit il faut pas boire, mais en fait on est tous en train de boire un verre de vin en considérant que c'est pas grave, alors que l'alcool c'est un vrai sujet. Vous avez la cigarette. Enfin bref, on est vraiment dans. Je les classe dans la même manière, c'est qu'en fait on est dans une logique de et on est surtout dans une industrie du côté logiciel qui vous rend addict. Vous regardez le rapport de l'Assemblée nationale qui est paru il y a 15 jours sur l'utilisation de TikTok. En fait, vous êtes dans une industrie qui vous rend addict. Donc, comment on arrive à régler cette espèce de paradoxe où, d'un côté, sur les usages, on tend à vous rendre de plus en plus addict à ça, alors que vous savez très bien que c'est pas ça qu'il faut faire pour adresser ces sujets de sustainabilité. Donc, la vraie question, elle est dans l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour éduquer? On ne va pas aller voir nos clients en disant tu ne vas pas utiliser ceci, cela. Enfin, c'est pas notre rôle. En revanche, on contribue, on participe, on essaye d'avoir un impact, on forme nos salariés, on participe à des forums, on fait en sorte de s'engager comme entreprise citoyenne dans les marchés dans lesquels on est, pour contribuer justement au débat public, à faire en sorte d'essayer d'aider, je dirais, le débat public d'avancer, faire en sorte d'être beaucoup plus, je dirais, sobre dans l'utilisation de ce numérique qui, quelquefois, nous dépasse. La conscience de la sobriété numérique à tous les niveaux, dans les entreprises, dans les usages. Ça, c'est un point clé. L'IA future, nouvelle, est-ce qu'elle peut nous aider à consommer moins d'énergie?
Elle pourrait si on le décide. Donc Si nous, on- on si parle on lui d'éducation. Si collectivement on arrive à contrebalancer des grandes corporations qui veulent faire énormément d'argent, on parlait de l'IA qui pousse à la consommation, c'est une des utilisations premières de l'IA, c'est de pousser aux gens à regarder leur petit écran et à se gaver de nouvelles et de regarder des vidéos sans s'interrompre. Nous, on essaie d'éduquer les grands joueurs, c'est vraiment pas évident, donc on parle d'éducation. On a une proposition qui, normalement, moi, me semblait alléchante, mais je vous dis franchement, c'est pas évident du tout. Donc nous, on est capable d'aller chercher des problématiques que très peu d'équipes au monde sont capables de faire. On est capable de leur faire des gains énormes en centaines de millions. Donc nous, notre proposition, c'est on vous fait énormément d'argent. En échange, vous nous permettez de réduire la facture écologique. C'est pas encore un message qui Une passe. question de la salle ? Non. Bon, écoutez, désolé, on va pouvoir discuter après. Mais là, Cognac G me rappelle en me disant qu'il faut couper l'émission. Merci de votre écoute. Merci aux participants pour la clarté et la vigueur de leurs propos. On est sur un sujet compliqué, hein. On n'est pas sur un sujet en noir et blanc. On est un sujet systémique. On voit bien qu'on a un conflit entre les usages et la production et qu'il nous appartient, nous, d'abord de nous former. By the way, de former nos enfants et nos petits-enfants. Et on voit bien que l'enjeu TikTok, c'est bien plus qu'un enjeu d'utilisation de ressources, c'est quand même un enjeu cognitif. Et c'est bien plus grave, parce qu'on peut consommer de la ressource, mais si on est complètement idiot en plus, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et on voit bien que tout ce travail de clarification, d'échange et de construction de nouveaux référentiels est la seule vraie réponse à la complexité de cette problématique. Merci de nous avoir aidés à l'éclairer. Merci à vous et continuons le combat.